Comment faire douter quelqu'un de lui-même jusqu'à perdre le contrôle? Robert Greene. Si tu penses que faire douter quelqu'un de lui-même exige des attaques directes, une humiliation publique ou une confrontation ouverte, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ce qui déstructure réellement le contrôle émotionnel d'une personne se produit de manière lente, silencieuse et presque invisible. Et sauter une quelconque partie de ce contenu t'empêchera de comprendre comment ce processus se construit étape par étape. Robert Greene explique que la confiance en soi humaine ne s'effondre pas à cause d'un grand choc, elle s'use à travers de petites fissures constantes, répétées au fil du temps, jusqu'à ce que la personne elle-même commence à remettre en question ses perceptions, ses décisions et ses réactions, sans que personne n'ait besoin de l'accuser de quoi que ce soit. Le premier principe est de comprendre que le doute ne naît pas du rejet total, il naît de l'ambiguïté, parce que lorsque tu nies complètement quelqu'un, tu crées de l'opposition. Mais lorsque tu es partiellement d'accord et que tu introduis de petites incohérences, tu crées une confusion interne. La méthode commence par une observation profonde, parce qu'avant de planter le moindre doute, tu dois identifier là où la personne est déjà insécurisée, dans quelle situation elle cherche de la validation, là où elle s'explique trop, quand elle hésite, car c'est dans ces points que le doute trouve un terrain fertile. Le deuxième stade consiste à ne jamais attaquer directement la capacité de la personne, mais à questionner les processus, les détails et les critères, en posant des questions apparemment innocentes, comme pourquoi elle a choisi cela, comment elle est arrivée à cette conclusion, ou si elle a envisagé des alternatives. Parce que les questions déplacent le focus de la certitude vers la justification, et trop se justifier affaiblit la conviction. Greene enseigne que plus quelqu'un a besoin d'expliquer quelque chose pour se sentir en sécurité, moins il est réellement sûr de lui. Le troisième point est l'usage stratégique du contraste, alterner des moments d'accord avec des moments de légère discordance, non pas de manière agressive, mais subtile, en créant un scénario où la personne ne sait jamais exactement sur quel terrain émotionnel elle se trouve. Ce va-et-vient fait qu'elle commence à tout revoir mentalement, en essayant d'anticiper ta réaction. Et lorsqu'une personne commence à agir en pensant à la réaction de l'autre, elle a déjà perdu son autonomie émotionnelle. Le quatrième stade est le renforcement indirect. Tu ne dis jamais que la personne a eu tort, tu dis que tu as déjà vu d'autres personnes faire différemment, qu'il existe d'autres façons, que peut-être dans un autre contexte ce serait mieux, parce que la comparaison implicite active l'insécurité sans générer de confrontation. Le cinquième point est le contrôle du timing, parce qu'un doute planté au mauvais moment est rejeté, mais un doute planté après une petite erreur, une défaillance ou un moment de fatigue émotionnelle s'ancre avec beaucoup plus de force. Donc tu choisis des moments de vulnérabilité pour introduire des questionnements subtils. Le sixième stade est la répétition invisible, parce qu'un seul doute ne détruit personne, mais de petits doutes répétés au fil du temps créent un bruit constant dans l'esprit, et ce bruit fait perdre à la personne sa clarté interne. Greene explique que l'esprit humain cherche la cohérence, et lorsqu'il ne la trouve pas, il entre en conflit, et le conflit interne consomme rapidement l'énergie émotionnelle. Le septième point est de ne jamais offrir une clôture totale, parce que la clôture restaure la sécurité. Alors tu laisses des questions ouvertes, des commentaires incomplets, des phrases qui semblent être des compliments mais qui portent de l'ambiguïté, faisant que la personne continue à penser après la fin de l'interaction. Le huitième stade est de maintenir une posture de calme et de sécurité absolue, parce que le doute ne se transfère que lorsqu'il vient de quelqu'un qui paraît stable, et si tu montres de l'anxiété ou du besoin, l'effet se perd. Plus tu parais tranquille pendant que l'autre personne commence à s'expliquer, à se corriger et à se justifier, plus le déséquilibre émotionnel s'approfondit. Le neuvième point est de permettre à la personne d'arriver seule aux conclusions, parce que lorsqu'elle croit que le doute vient d'elle, il devient beaucoup plus puissant, et c'est pour cela que la méthode n'implique jamais d'accusation directe ni d'attaques explicites. Greene précise clairement que le contrôle émotionnel ne se produit pas lorsque tu domines l'autre, mais lorsque l'autre perd confiance dans ses propres perceptions. Avec le temps, la personne commence à hésiter avant de parler, à revoir des décisions simples, à chercher une confirmation externe pour des choses qu'elle faisait auparavant naturellement. Et à ce stade, son contrôle interne est déjà compromis.
Le détail le plus important, c'est que tout cela ne fonctionne que lorsque tu ne révèles jamais ton intention, que tu ne sembles jamais diriger quoi que ce soit. Parce qu'au moment où la personne perçoit le jeu, elle retrouve son équilibre. Cette connaissance est inconfortable parce qu'elle montre à quel point l'esprit humain est influençable par des microdynamiques invisibles. Et comprendre cela n'a rien à voir avec le fait de manipuler les gens, mais avec le fait de reconnaître quand ce type de stratégie est utilisé contre toi. Si tu es arrivé jusqu'ici et que ce contenu a du sens, aime la vidéo maintenant et suis le profil pour continuer à apprendre sur le pouvoir psychologique, le comportement humain et les mécanismes silencieux qui contrôlent les émotions et les décisions bien plus que les gens ne l'imaginent.